Bonjour Madame Aymar. Donc vous êtes Bonjour. bonjour. Vous êtes donc directrice de recherche émérite du CNRS et en visioconférence aujourd'hui dans la journée de la PHG, la 11e journée d'études qui s'intitule Quoi de neuf en géographie. Et donc nous allons avoir une intervention sur les villes face au changement climatique, s'adapter où, avec, par rapport à l'intervention précédente, toute une série, je pense, de solutions, puisque après avoir beaucoup travaillé sur le grand contexte, documenter le changement climatique et les processus physiques, il s'agit maintenant d'aller vers les villes, l'adaptation des villes, et ce sont des enjeux importants que vous allez nous présenter maintenant. Donc, nous vous remercions, je vous laisse parler. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire cette présentation. Je vais vous parler Alors, d'abord quelques mots pour peut-être pour me présenter. Je suis chercheuse donc au CNRS. J'ai été chercheuse au CNRS toute ma carrière. J'ai travaillé sur les processus du climat pour l'essentiel, donc les interactions océan-atmosphère, surface-atmosphère pour beaucoup, et à m'intéresser donc à cette très basse couche de l'atmosphère et donc en lien avec le climat, je me suis intéressée aux villes il y a une vingtaine d'années. Et depuis, donc, je travaille avec un certain nombre de collègues et en particulier dans un groupe interdisciplinaire qui s'appelle le groupe d'urbanisme écologique, qui réunit urbanistes, géographes, écologues et architectes et même sociologues. Enfin, on a vraiment une groupe très varié du point de vue des disciplines pour essayer de faire des propositions, même maintenant de stratégies pour adapter mieux ou transformer les villes. Donc voilà, ma problématique, elle est clairement que faire. Les villes, dans les villes, on concentre maintenant une large partie une large plus de la moitié de la population du monde et plus ça va et plus ces villes concentrent des populations, un peu comme le montre mon arrière-plan de la ville de Rio. Dans ces villes, la question est que va-t-il se passer? Le changement climatique est là et je vais essayer de vous montrer un peu ce qui va se passer ou ce qui se passe déjà, ce qui va se passer de plus en plus et qu'est-ce qu'il faut faire, ou du moins quelques approches ou quelques outils pour essayer d'éviter des catastrophes à venir. Alors, donc le dérèglement climatique, en introduction, je vous rappelle un petit peu quelques éléments de base. Donc, on a constaté que la température moyenne du globe augmente fortement depuis le milieu du 19e siècle. La courbe de gauche montre les variations, les changements de température calculés par rapport à une normale qui est estimée à l'ère pré-industrielle au 19e siècle, où on voit donc les changements de température entre l'optimum médiéval du début de notre ère, la légère descente au petit âge glaciaire, puis l'augmentation récente. Et cette augmentation récente, si on regarde de plus près, on voit qu'elle augmente très rapidement. Et elle augmente très rapidement. Et si on regarde même dans les 10 dernières années, elle continue à augmenter de plus en plus vite. Donc le changement climatique, ce n'est plus vraiment un, un sujet de discussion, c'est un fait. Et c'est un fait qui a été largement établi. Mais je voudrais quand même noter que ce réchauffement, il n'est pas du tout homogène sur le globe parce que les océans ont une très forte inertie thermique. Tout l'hémisphère sud ne se réchauffe pas du tout à la même cadence que l'hémisphère nord. Et sur l'hémisphère nord, ce sont les continents qui se réchauffent le plus vite et le pôle nord, toute la partie la plus au nord de l'hémisphère nord qui se réchauffe le plus vite. Évidemment, ça ne peut pas se faire sans conséquences évidentes du genre de la banquise arctique qui disparaît et qui va bientôt totalement disparaître en été. On voit son étendue depuis sur la période 1979-2019, hein, avec une diminution déjà d'un facteur 2. Et le niveau de la mer qui augmente avec plus 3,5 mm par an depuis, là aussi, depuis 1990 environ jusqu'à nos jours.
Les glaciers tempérés, évidemment, fondent aussi. Vous voyez ici deux photos, une prise dans la première moitié du XXe siècle, ici du glacier d'Argentière, le même glacier dans à peu près la même vue de nos jours. Donc voilà, le constat, il est là. Et l'autre constat, c'est que très clairement, ce sont les activités humaines qui sont responsables de ce réchauffement. La courbe montre l'ensemble, les émissions globales annuelles depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours en gaz à effet de serre et de toute nature, donc liées à l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz, etc. Donc la composition atmosphérique a subi des changements qui n'ont pas de précédent depuis les derniers milliers d'années. Et cet usage des énergies fossiles, le changement d'affectation des terres, émettent ainsi des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est pour cette raison, parce que ce sont des gaz à effet de serre et qu'ils accumulent la chaleur solaire, que nous avons un excès d'énergie dans le système climatique. Alors évidemment, la question c'est et dans les prochaines dizaines d'années, donc les climatologues et spécialistes de la modélisation du climat se sont penchés sur la question et les résultats ont été analysés par les scientifiques qui participent au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et eux qui rassemblent l'ensemble des études faites par toutes les équipes, ont aussi proposé des scénarios que les climatologues ont mis en place dans leur modèle pour regarder, essayer d'évaluer qu'est-ce qui va se passer en 2100. Donc le dernier exercice, il y a eu trois scénarios. Un scénario dans lequel on arrête d'émettre très vite. Il y a dès maintenant moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui veut dire arrêt total des émissions. Il y a un scénario dans lequel on stabilise les émissions au milieu de ce siècle, et ça correspond, on stabilise les gaz à effet de serre, pardon, qui correspondent à arrêter les gaz à effet de serre, donc disons maintenant, en gros, d'ici 10 ans, et puis un scénario dans lequel on continue comme d'habitude. Et donc le résultat, c'est la température moyenne qui a été estimée. Dans le premier scénario, on peut arriver à rester dans un réchauffement qui est de l'ordre de 1,5 à 2 degrés. Dans le deuxième scénario, on est déjà à plus de 2 degrés. Et dans le troisième scénario, on dépasse les 4 degrés. Ceci aura des conséquences, c'est-à-dire que du point de vue de la répartition de la chaleur sur la Terre, on voit bien qu'il y a une grande différence entre augmenter la température moyenne de 1,5 degré, où on continuera, nous-mêmes ici en France, on en sera à plus 3 au moins, hein, si vous voyez les échelles de couleur. Euh, Ça sera encore pire si on augmente à 2 degrés en moyenne, mais si on augmente à 4 degrés, là, on va passer en France à plus 4 ou plus 5 degrés, c'est-à-dire qu'on change radicalement de climat. Il faut vous rendre compte et vous rappeler que 4 degrés, 4, 5 degrés, c'est la différence de température qu'il y avait entre une ère glaciaire et notre ère. Donc, il faut se rendre compte de ce que ça représente en termes de changement. C'est monstrueux. Évidemment, ça va avoir des impacts sur tout le cycle de l'eau et en particulier les régimes de pluie avec des amplifications majeures, des zones désertiques qui vont être de plus en plus désertiques et en particulier tout le bassin méditerranéen risque de devenir une zone désertique, alors qu'à l'inverse, les zones tropicales déjà affectées par des phénomènes de mousson vont devenir de plus en plus humides. Donc voilà quelques changements particulièrement importants que on nous prévoit pour la fin de ce siècle. Donc les conséquences, on le sait, elles vont être majeures du pôle nord au pôle sud. Et elles vont continuer on en a déjà un certain nombre de signes, on a déjà pas mal de manifestations du changement climatique et ça va s'amplifier, ça va s'aggraver. C'est-à-dire que c'est cela dont il faut vraiment être conscient, c'est que plus on continue à émettre et plus les impacts vont être forts. Donc ça veut dire qu'au-delà des augmentations de température, on va avoir une augmentation du niveau de la mer qui peut atteindre, voire dépasser le 1 mètre à la fin du siècle. On n'aura plus de glaciers dans les tempérés ou tropicaux, quasiment, enfin en dessous de 5000 mètres du moins.
disparition quasi totale de la banquise arctique en été, donc ça veut dire réchauffement d'autant plus facile puisque la banquise réfléchit le rayonnement solaire, et puis des impacts sur l'acidification des océans qui lui continue à essayer d'absorber du CO2 ou de l'absorber, c'est-à-dire physiquement, et donc s'acidifiant. Mais on a aussi des effets dont on commence à voir aussi un certain nombre de signaux, qui est du fait que le cycle de l'eau est amplifié, puisqu'on peut stocker plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, plus chaude, on a une augmentation de puissance des tempêtes et des cyclones, et plus de situations de blocage dans les régimes de temps, et ça j'y reviendrai. Et on peut s'attendre à avoir d'autres changements, mais qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'en fait, le changement de climat à la fin de ce siècle sera tellement radical qu'il est probable qu'on aura des impacts qu'on ne connaît pas. Alors, donc, des changements. Eh ben, voilà, par exemple, des changements de type qui rejoignent et qui poursuivent l'exposé précédent. On va avoir des changements dans les écosystèmes. On a déjà le début des migrations des espèces végétales et animales vers le nord et vers les hautes altitudes. Et donc, eh bien, les vins du Bordelais seront peut-être faits en Cornouailles. Ça sera le climat idéal, et etc., etc. Et par contre, on fera en France des vins qu'on fait actuellement plutôt du côté de l'Algérie, ou les vins d'Italie seront faits peut-être en Allemagne. Et puis, bien sûr, on aura des espèces tropicales qui vont en profiter pour s'installer. On les voit déjà. Le moustique tigre est partout en France. Voilà sa répartition actuelle. Et la chenille processionnaire du pin aussi. Et on va en avoir de plus en plus. Mais d'autres effets. Dans un territoire comme le territoire français, les zones littorales sont pour beaucoup très bas sur l'eau. Elles sont au niveau de la mer. Et donc, d'ici 2100, le territoire français et européen va rétrécir. Vous avez une petite idée là de toutes les zones qui pourraient disparaître en 2100, avec un mètre de projection. Et comme les risques ne vont pas aller tout seuls, si on a des grandes marées plus une augmentation du niveau de la mer, vous pensez bien qu'on va avoir beaucoup d'érosion. Et puis, si on a des inondations parce que le cycle de l'eau est amplifié, ça veut dire que les bassins versants vont déborder, ce qui signifie qu'on a des zones de risque un peu partout, et notamment sur toutes les zones proches des littoraux, mais pas seulement, comme vous allez le voir. Mais en tout cas, sur les littoraux, il est clair qu'il va falloir abandonner des territoires. Ici, c'est la côte de Charente. Vous avez ici vous avez Bordeaux ici. Là, c'est la région bordelaise. Donc, vous avez Bordeaux ici. Les zones qui vont être inondées sont en rouge. Et donc, vous pouvez voir quelles sont les zones qui risquent de devoir être abandonnées d'ici la fin du siècle. Alors, je vous disais qu'on allait avoir des situations de blocage atmosphérique plus importantes. Alors, je vous explique en quelques mots ce que c'est. C'est un phénomène météorologique qui est bien connu et qui est très classique, et qui est que on a le jet stream des latitudes tempérées qui circule à haute altitude, hein, vers 400-300 hectopascales, donc vers allez, 8000 mètres, entre 5 et 10 000 mètres, je ne sais plus très bien suivant la latitude. Et ce jet, il oscille un peu en tournant autour du pôle Nord. Il tourne autour. Et, euh, et donc, ces oscillations nous permettent d'avoir des enroulements anticycloniques, c'est-à-dire que l'air circule dans le sens des aiguilles d'une montre, ou cycloniques, donc dans le sens contraire, et qui correspond à des dépressions. Donc on a ce phénomène qui est très classique, et quand tout va bien, eh bien ce système se déplace doucement. Donc on a 3 jours d'anticyclone, 3 jours de dépression, 3 jours d'anticyclone, enfin quelques jours disons d'anticyclone et de dépression qui se succèdent. C'est une situation assez banale dans nos latitudes. Mais à certains moments, la zone anticyclonique tend à se refermer. C'est ce qu'on appelle le blocage anticyclonique, c'est-à-dire qu'on a un phénomène qu'on appelle en oméga, dans lequel la zone anticyclonique se resserre par le sud, et à ce moment-là, on a un blocage. C'est-à-dire que cette zone anticyclonique peut rester stationnaire dans une zone donnée et pour une période relativement longue. Et lorsque ça se passe
en période de chaleur, ça peut produire, comme ça a été le cas en 2003, une vague de chaleur énorme. On la voit ici, la zone de forte chaleur avec un maximum qui était dans le sud-est de la France et là vous voyez l'écart à la moyenne des 5 années précédentes pour la période juin à août 2023. C'est-à-dire qu'on a eu un phénomène de blocage énorme et extrêmement durable sur l'Europe de l'Ouest et la France en particulier. Donc voilà, donc une anomalie de régime de temps, c'est un blocage de ce système. Or, les projections climatiques sur les prochaines décennies suggèrent qu'on va avoir de plus en plus de phénomènes de blocage du fait de perturbations dans le rythme et dans le fonctionnement du jet stream. Et donc, vous voyez, là, on se concentre un peu sur les vagues de chaleur ou canicules, hein. Donc, les canicules, je vous rappelle, c'est une vague de chaleur ou une canicule, c'est quand la température est supérieure ou égale pendant un jour à 25 degrés et supérieure ou égale à 23,4 degrés pendant au moins 3 jours pour vraiment une canicule. Euh, donc on a des vagues de chaleur violentes, on en a observé parfois dans le passé. Ici, vous avez une carte qui va des années 40 jusqu'à nos jours, et avec l'intensité maximale en fonction du diamètre du cercle. Et vous voyez que s'il y a eu un cas très important en 1947, en fait, la vague de chaleur de 2003 est restée inégalée. En revanche, on a depuis une dizaine d'années une accumulation de vagues de chaleur estivales. Et vous voyez que là, en 2022, on en avait eu deux, et on en a tous les ans maintenant au moins une. Donc, ça devient un phénomène qui est systématique et donc toutes les périodes, tous les ans, on a des vagues de chaleur intenses. Et là, ce n'est que pour la France, parce qu'en fait, il y en a sur l'ensemble du globe et on entend parler de canicules monstrueuses en Chine, en Amérique, etc., etc. Voilà. Donc, les vagues de chaleur dans toutes les régions du monde sont rendues plus intenses et plus fréquentes à cause des activités humaines. Évidemment, les vagues de chaleur favorisent les feux. Et donc, en 2022, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un méga feu dans la forêt des Landes. Mais en plus de ce méga feu dans la forêt des Landes, on a doté des incendies de forêt en Bretagne, ce qui était quand même assez inédit. Donc, ce qui montre bien l'importance et la gravité de la situation et des implications de ce réchauffement climatique. Donc, on a de plus en plus d'événements extrêmes, et pas seulement donc dans France, puisque vous voyez ici le nombre dans le monde. Vous voyez toutes les catastrophes finalement violentes. Il y a des catastrophes géophysiques, bien sûr, des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, mais ça, c'est relativement stationnaire hein, depuis ici une trentaine d'années. Mais les phénomènes liés aux températures extrêmes, et etc., ils commencent à augmenter significativement. Vous les voyez ici. Les tempêtes, les inondations augmentent, eux, de façon dramatique également. Et ça frappe partout, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri. Vous avez par exemple toutes les zones montagneuses en particulier sont particulièrement vulnérables. Je vous ai illustré là, ici, la tempête Alex dans la vallée de la Roya en 2020, mais bien entendu, vous avez eu en Espagne la catastrophe de Valencia qui a été absolument notable à cause de pluies diluviennes qui ont provoqué des glissements de terrain, des coulées de boue, etc., en plus de l'eau qui tombait directement du ciel. Donc toutes les zones montagneuses, les côtes en aval sur la façade méditerranéenne sont très fragilisées par les événements méditerranéens qui sont amplifiés également. Donc voilà, ce petit résumé de la situation tout à fait joyeuse et sympathique vers laquelle nous allons nous amène à nous dire il est urgent de faire quelque chose. Et c'est donc la partie centrale donc maintenant de mon exposé, c'est eh bien qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc la question c'est atténuer. Évidemment, il faut empêcher qu'on atteigne les plus 4 degrés. Sinon, les catastrophes vont être amplifiées, multipliées par combien? Par 10. C'est tout le temps qu'on aura des catastrophes. Mais il faut aussi nous adapter, puisqu'on voit qu'on a déjà de graves problèmes et de graves effets, impacts du changement climatique.
Donc on a des points un peu standards, on a envie de dire, limiter l'artificialisation, végétaliser, rénover, adapter. Mais bon, plus en détail, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, il faut considérer et prendre cela en considérant la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le fait qu'on combine des aléas naturels avec des facteurs socio-économiques. Bien sûr, vous l'avez vu, à Valence, en Espagne, s'il n'y avait pas eu une telle densité d'habitation dans cette banlieue de Valence, on n'aurait pas eu d'autant de dégâts et de dégâts humains et matériels que ce qu'on a observé. Si ça avait été des champs d'oliviers, ça aurait été sans gravité. Et donc c'est ça le grand problème, c'est qu'on est en fait euh, nos installations, toutes nos installations, infrastructures, habitats et activités économiques, elles sont elles-mêmes dans des zones qui sont à risque et donc tout risque d'être frappé par les aléas qui se produisent. Donc les enjeux, eh ben, ils sont qu'il faut à la fois garder la capacité à gérer les populations, tenir compte de la démographie, de la santé des populations, bien sûr, et du niveau socio-économique. Et en milieu urbain plus particulièrement, les facteurs importants, c'est la densité de population, le type de bâti, la structure urbaine, et donc la résilience donc de ces structures et de ce bâti aux événements extrêmes. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, comment transformer l'urbanisme des villes? Il faut que ça soit une transformation qui soit assez profonde. On ne se rend pas compte. Mais nos villes, elles ont été conçues pour résister au froid en général dans nos latitudes. En fait, autrefois, on se protégeait du froid en se concentrant, en mettant toutes les habitations l'une des unes contre les autres, de façon à arrêter les vents froids l'hiver. Mais de nos jours, c'est plus vraiment le problème, parce que isoler des maisons, des habitations contre le froid, on sait le faire. On en parle avec le DPE à cause de la consommation d'énergie et du fait qu'il faut atténuer les émissions et donc atténuer la consommation d'énergie. Mais ça, on sait le faire techniquement. En revanche, transformer l'urbanisme des villes et tout transformer pour lutter contre les îlots de chaleur, contre les problématiques d'inondation, submersion, crue, etc., selon l'endroit où on est, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande un travail de prévention et un courage politique très fort pour ne pas céder aux tentations d'occuper tout l'espace disponible. Donc voilà ce sur quoi il faut maintenant clairement travailler. Alors, on va parler donc du problème des vagues de chaleur. Alors, il faut pour cela revenir sur ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain, ou ICU, c'est donc l'élévation localisée des températures, et notamment des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines, ou par rapport aux températures moyennes régionales. Comme vous voyez sur ce schéma, en gros, si vous avez une ville dense et assez minérale, il fait plus chaud. Ici, c'est une courbe de température que en banlieue lointaine ou en milieu rural ou forestier. Pourquoi? Eh bien parce que les villes sont principalement constituées de matériaux minéraux. Et ceci que j'ai pris sur les cahiers de la Pure, pour les îlots de chaleur urbains à Paris, mais il y a des cahiers de la Pure très bien faits pour tout ce qui est explication sur les îlots de chaleur urbains, hein, je vous le signale, et ils sont tout à fait disponibles en libre. Et donc, là, ils ont fait des photos avec une caméra thermique à certaines journées, des journées de bonne chaleur. Voilà, par exemple, le 1er août 2011 à 20 heures. Ils ont pris ce trottoir ou cette zone de pavé par rapport à la pelouse avoisinante et vous voyez la différence de température notable entre les pavés et la pelouse. La pelouse est restée fraîche, les pavés sont très chauds. Et pareil, là, c'est deux revêtements de trottoir, 1 heure après le coucher du soleil. À gauche, ils ont mis du stabilisé, c'est-à-dire de la terre battue un peu stabilisée, et l'asphalte à droite. Vous voyez la différence de température entre ces deux matériaux, c'est aussi très notable. Et enfin, ici, ce sont des revêtements minéraux, mais avec des couleurs claires et des couleurs sombres.
Vous voyez la différence là aussi entre les zones sombres des dalles et les zones claires en matière de chaleur. Donc, ben, la raison, elle est ici. L'albédo, le pouvoir réfléchissant, est d'autant plus grand que le matériau est clair et l'émissivité, c'est la capacité d'absorption du matériau. Donc, plus c'est minéral, plus on va absorber. Si c'est plein d'air comme un sol granuleux ou plein de vapeur d'eau, ou plein d'humidité comme une pelouse, eh bien, l'accumulation de chaleur se fait beaucoup moins. Et donc, on voit ça, alors là, on vient de le voir à micro-échelle, et ça se traduit à l'échelle du quartier aussi. Voilà, par exemple, un quartier ancien, ici, un quartier ancien parisien. Voilà, vous avez ici l'image, c'est parisien parce que, voilà, c'est pareil, je l'ai pris sur la pure. Donc, un quartier bien dense, avec des rues, des ruelles, des petits intérieurs d'immeubles bien denses. Et vous avez ici la température nocturne prise ici même, c'est pourtant au mois de mars 2009, où on voit qu'il n'y a pas de refroidissement nocturne quasiment dans ces espaces. À l'inverse, des grands ensembles modernes assez récents des années 60, qui sont structurés comme cela, avec des grands espaces de jardins, pelouses, etc. entre eux, eh ben, se traduisent par des zones chaudes aux endroits où c'est minéral, mais aussi des zones fraîches partout où on a mis des jardins. Donc clairement, ça interpelle. À une époque où on nous dit qu'il faut densifier les villes, il faut peut-être se poser la question. Le modèle des années 60 n'a pas que des inconvénients. Voilà. Et donc, pourquoi le sol naturel et la végétation limitent l'échauffement? Donc voilà. Donc, on a un sol nu, poreux ou une prairie. Il n'y a pas d'accumulation de chaleur et la végétation, grâce à l'évapotranspiration, permet d'assurer de la fraîcheur par évaporation. Et puis, en plus, si on a des arbres de haute tige, on a de l'ombre, ce qui est essentiel lorsqu'il fait une très forte chaleur et un fort ensoleillement. Alors, on peut regarder ce qui se passe à plus grande échelle encore. Alors, donc le l'ICU dépend fortement de la densité bâtie et de la surface de la ville. Donc vous voyez ici, c'est la ville de Bordeaux à l'échelle d'une partie du centre-ville où on voit que les zones très denses sont beaucoup plus chaudes que les zones moins denses ou que les parcs qui apparaissent beaucoup plus bleus. Le fleuve donne une fraîcheur mais quand même relative parce que c'est très bâti en proximité au moins d'un côté. De l'autre côté, c'est beaucoup plus frais. Donc on voit qu'à l'intérieur de la ville, il peut y avoir déjà des grandes variétés. Donc on l'a vu selon les quartiers et selon la structure de la ville. Mais on voit que même une agglomération de taille quand même modérée comme Rennes crée un îlot de chaleur qui n'est non négligeable par rapport à la campagne avoisinante. Et donc, si on a des villes moyennes, l'échauffement est faible, de l'ordre de 1 degré ou moins. Si on a une grande ville, comme Rennes par exemple, on arrive de 1 à 3 degrés. Lorsqu'on arrive à des métropoles régionales ou nationales, on peut avoir des augmentations qui vont de 2 à 5 degrés en cœur de ville. Alors, je vous montre quand même le pire de toute la France. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun sujet, c'est Paris, la métropole du Grand Paris. Vous avez ici la carte de densité de population qui se corrèle parfaitement à la carte de densité du bâti. Donc vous voyez avec un maximum de bâtis d'habitations à l'intérieur de la ville elle-même. Une banlieue, c'est très concentrique, avec une banlieue encore très dense et dont la densité diminue en s'écartant du centre. Et en fonction de cela, ici, c'est un travail qu'on a fait avec des collègues, de superposer, de moyenner finalement les températures satellites infrarouges hein, pendant 5 nuits de canicule sur la période de 2016 à 2020. Vous voyez clairement ici le centre de Paris qui apparaît extrêmement chaud par rapport à la périphérie et avec à peine le bois de Boulogne et le bois de Vincennes qui sont légèrement plus frais. Et il est très clair que là, les parcs intérieurs à Paris, ils sont imperceptibles. On ne voit rien. Donc la densité est telle
ici, dans ce cas de Paris, que en fait toute la ville arrive à se réchauffer de façon extrêmement importante. Et évidemment, c'est pas sans conséquence, parce qu'en termes de vulnérabilité, la population, ici, vous avez les populations, les profils socio-économiques les plus défavorisés, qui sont en banlieue nord-est, eh bien, vous voyez qu'ils prennent là où les profils aisés peuvent s'enfuir vers leur maison de campagne, eux qui ne s'enfuient pas, eh bien, ils sont en plein dans une zone très chaude qui est sur la partie, la frange nord-nord-est de la zone la plus dense et la plus chaude. Donc sur une métropole, la situation peut être grave. Et donc le problème, c'est la surface, la superficie de surchaleur qui devient gigantesque. Donc on est devant un problème majeur. Et comment on peut faire pour réduire l'impact de l'îlot de chaleur? Alors, eh bien, il faut travailler aux trois échelles. Il faut travailler à l'échelle du logement pour pouvoir avoir un maximum de circulation d'air, choisir des matériaux de construction et des modes d'isolation qui permettent de rafraîchir également. Et là, il y a des débats à avoir. Tous les bâtiments récents sont construits avec de l'isolant intérieur de type matériaux minéral, laine de verre ou polystyrène ou équivalent, mousse diverses. Or, en isolant par l'intérieur, on perd l'intérêt de l'inertie du mur, c'est-à-dire que l'intérieur de l'appartement ou du logement risque de chauffer rapidement. Ça n'est pas très intéressant, ce n'est pas intéressant par rapport aux surchauffes. Et là, les problèmes des toits foncés, des toits en ardoise, des toits en tuiles sombres, devient critique. Donc là, le grand problème, c'est les toits et le type d'isolant des murs, et puis la façon dont les logements sont très imbriqués avec un manque de circulation d'air. À l'échelle du quartier, il faut travailler sur l'albédo, la circulation de l'air, l'évaporation, donc avoir suffisamment d'arbres de haute tige, d'arbres de prairies ou de parcs pour que l'air circule, puisse rentrer vers les immeubles et que la circulation de l'air permette de tempérer la chaleur. Et à l'échelle du territoire, d'échelle régionale, là, il devient absolument essentiel de se poser des questions sur la proximité des espaces naturels et la façon dont le vent ou la fraîcheur qui va se propager de toute façon des zones fraîches vers les zones chaudes pourrait rentrer à l'intérieur du territoire dense et non pas et pas se bloquer, pardon, et pas se bloquer à la périphérie pour monter au-dessus. Donc il faut arriver à euh, faire rentrer finalement la campagne dans la ville si on veut arriver à limiter les surchauffes. Et bien entendu, réduire tout ce qui est chaleur émise par les activités humaines en premier lieu, la climatisation, mais également tout ce qui est moteur, tout ce qui est thermique et qui évidemment continue à chauffer. Donc voilà, donc c'est un peu le résumé ici. Pour atténuer l'impact des vagues de chaleur, il va falloir arriver à faire tout cela à la fois. Donc à la fois travailler sur l'albédo des surfaces, les toits, les voies, agrandir les espaces ouverts, accroître les surfaces de sol naturelles, faire des corridors de fraîcheur qui accessoirement seront pas mal non plus aussi pour la biodiversité, désartificialiser les voies urbaines, planter des arbres pour avoir de l'ombre, de l'évapotranspiration et ombrer toutes les zones. Et attention à l'usage de l'eau parce que pas mal de villes tendent à utiliser de l'eau pour rafraîchir, ce qui peut être nécessaire et utile. Mais si on est à une période de vague de chaleur qui dure, ça veut dire que les nappes phréatiques sont peut-être pas si hautes que ça et que l'eau doit être considérée comme précieuse et utilisée seulement en dernier recours quand on ne peut pas faire autrement. Et, euh, et donc, pour s'adapter, il faut falloir, comme je disais, imposer le confort d'été aussi dans les bâtiments. Donc, ça veut dire des volets, pas noirs, tant qu'à faire, des volets, des persiennes qui permettent ou des stores qui permettent d'atténuer le soleil. Ça veut dire des isolants adéquats. Et puis, bien entendu, ne pas oublier les autres risques parce que si les vagues de chaleur affectent
toutes les villes, qu'elles soient en montagne, en plaine ou sur le littoral, il y a encore beaucoup de risques cumulés et donc il faut en parallèle gérer le problématique des zones inondables, comme le montre cet exemple-là où les bâtiments sont en hauteur pour éviter, c'est à Francfort ici, donc pour éviter les risques d'inondation des premiers niveaux lorsque les fleuves débordent. Donc, repenser vraiment tout cela à la fois. Et puis, quand on est en bord de mer, penser aux effets de brise. C'est vrai aussi si on a des vents de pente possibles avec des collines aux alentours, il faut utiliser la météorologie locale, utiliser les brises qui peuvent se produire pour bénéficier de la fraîcheur. Bon, mais on commence à se retrouver assez vite devant une équation complexe parce que voilà. Donc, il faut réduire les émissions, s'adapter aux impacts du changement climatique et ne pas oublier quand même une certaine équité sociale tant qu'à faire. Donc, la ville durable, eh bien, ce n'est pas tout simple. Voilà, il faut assurer concilier tous ces objectifs et tous les manager pour qu'ils soient compatibles les uns avec les autres. Et donc, ce n'est pas du tout simple, parce que une ville, c'est non seulement des habitations, mais c'est du transport, ce sont des activités économiques, ce sont des flux entrants et sortants. Et d'ailleurs, les villes sont à la fois la cause et la solution probablement pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce qu'en fait, elles émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Parce que tout rentre, elles ne sont pas autosuffisantes, bien entendu. Donc on y fait rentrer beaucoup de biens de consommation, de l'énergie, etc. Tout ça, c'est des gaz à effet de serre équivalents. La circulation aussi, bien sûr. Et puis on évacue des déchets en grande quantité. Tout ça, ça correspond à aussi des équivalents de gaz à effet de serre. Et puis, on consomme localement. Donc, tout cela fait que les villes sont largement responsables du changement climatique et des émissions. Et donc, travailler sur la structure de ville en pensant réduction des émissions est aussi important que de penser la réorganisation de l'urbanisme pour une meilleure adaptation. Donc ça veut dire que, en plus de ce que je disais pour l'adaptation, ben, on n'a pas d'autre choix que d'arriver à essayer de réduire la place des voitures. Parce que d'abord, on a besoin de planter des arbres. Donc, il faut enlever des voitures. Et donc, il faut modérer la circulation, réduire la vitesse. Moins d'étalement urbain. On commence à avoir d'autres problèmes. Si on a moins d'étalement urbain, où est-ce qu'on va loger les gens? Si on les loge tous au même endroit, ça va être trop dense. Donc, si c'est trop dense, il fera trop chaud. Vous voyez qu'on commence à voir apparaître toutes les difficultés de concilier les différentes problématiques. Mais n'empêche que réduire la circulation par le moindre étalement urbain, ça a permis de réduire des nuisances, les gaz à effet de serre, mais aussi la pollution et le bruit. Et puis, ça peut permettre d'organiser la ville avec des places, des trottoirs, pardon, euh, des, des places, des trottoirs accueillants, réduire le coût du logement possiblement. Il faut pouvoir développer les transports publics, en fait, dans ce contexte. Et donc, aussi réorganiser tout le chauffage. En fait, c'est un des gros problèmes actuels. En France, beaucoup moins qu'ailleurs en Europe, on s'est intéressé à la géothermie, alors qu'il y a une très grande partie du territoire, en gros toutes les zones sédimentaires sur plateaux calcaires en particulier, peuvent tout à fait bénéficier de la géothermie profonde, ce qui est très intéressant. Et de toute façon, il y a la géothermie de surface ou de moyenne surface peut aussi être utilisée dans les autres zones. Donc, on pourrait avoir du chauffage quasiment gratuit en faisant des réseaux de chaleur géothermiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer et qui commence tout juste à émerger, je trouve, en France par rapport à d'autres pays. Et donc, maintenir des espaces de végétation tout en développant les villes. Là, il faut vraiment être clair.
le zéro artificialisation net est réellement indispensable. Il faut éviter cet étalement urbain, parce que qui dit étalement urbain dit problématique de transport, dit émissions de gaz à effet de serre, et au final, îlot de chaleur urbain qui va augmenter. Ce n'est pas vivable, ce n'est pas durable du tout. Donc il faut absolument limiter l'étalement urbain et revenir à quelque chose de plus cohérent. Donc il y a des problématiques parce qu'il faut définir ce que c'est qu'une surface artificialisée selon le parcellaire et non pas actuellement c'est un peu les définitions ne sont pas très satisfaisantes puisque finalement un jardin est considéré comme artificialisé alors même que ce jardin peut être un verger à côté d'un petit pavillon. Donc il y a des problématiques surtout en zone urbaine pour correctement définir ce qu'on appelle une zone artificialisée. Et donc, voilà, donc on a une problématique de densification et il faut arriver à trouver des stratégies pour dépasser ces contradictions et arriver à trouver des formes de ville qui permettront à la fois d'avoir tous les services urbains dans des zones denses et des zones suffisamment aérées et entre elles pour qu'on n'ait pas à avoir un îlot de chaleur insupportable. Voilà, donc j'arrive au bout de cette présentation. Euh, je voudrais quand même rappeler, le dérèglement climatique, il a déjà des impacts qui ne vont faire que s'amplifier. La transition écologique est une nécessité et il faut nous adapter. En gros, avec le changement climatique, on fait peser sur tous les pays des risques très importants sur les infrastructures, l'économie, les vies humaines et les écosystèmes. Et les villes sont particulièrement vulnérables. Elles doivent dès maintenant anticiper les risques et s'adapter. Et bien sûr, atténuer et s'adapter, ça a un coût. Mais c'est de l'investissement absolument fondamental, car le coût de l'inaction sera bien très largement supérieur à ce coût d'adaptation et d'atténuation. Voilà, je vous remercie.